pour nous, la place du Champ de Mars, c'est un lieu qui doit être un lieu de vie permanent, tant pour les habitantes et les habitants que aussi pour les associations. Et donc nous allons vous présenter le projet de l'Union populaire Angoulême. Donc, moi, Anaïs Petit-Boutin, donc je suis tête de liste de l'Union populaire Angoulême, et également Antoine Brumont. Antoine qui fait partie des 5 premiers colistiers de l'Union populaire Angoulême et qui est présent aujourd'hui pour apporter son expertise en matière d'architecture. Si tu veux. Bonjour à tous et à toutes. Le Champ de Mars, c'est un espace que j'ai bien connu parce que j'ai grandi à Angoulême et donc quand j'étais adolescente, j'ai la mémoire de cet endroit qui est une gare routière et un parking avec quelques arbres qui répondaient à des besoins de l'époque, mais qui était là encore pas un lieu de vie et de convivialité. On sait que cette place est restée un espace vide dans la ville pour, au départ, des usages militaires. On sait aussi qu'elle a été investie par des foires commerciales. Et puis ensuite, donc, cette période de parking, de gare routière, et aujourd'hui, cette zone commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En 2004, la mairie a fait le choix de céder un espace public, de le déclasser, pour le céder au privé. En fait, on s'est dépossédé de notre espace public à ce moment-là. On a décidé de se débarrasser d'un bien commun, d'un bien qui nous appartient à toutes et à tous. On a préféré une logique économique qui va favoriser des principes de rentabilité, qui va favoriser la rémunération de l'investisseur, plutôt qu'une ville qui va être là pour servir l'ensemble de ses habitantes et de ses habitants. Avec l'Union populaire, on considère que la ville, ce n'est pas une marchandise. C'est une première erreur qui a contribué à faire du Champ de Mars un espace mort. La ville n'est pas une marchandise et elle doit garantir que les personnes les plus précaires, que les familles, que les personnes âgées, que les plus jeunes d'entre nous aussi, aient le même droit dans cette ville que les investisseurs. L'espace du Champ de Mars, c'est un espace qui devrait être un lieu de passage. C'est un espace qui devrait aussi être un lieu de rassemblement, permettre une multiplicité d'usages. C'est un espace qui a un potentiel d'événements populaires aussi, mais aujourd'hui c'est un espace mort. La cession en fait de cet espace au privé a affaibli complètement notre capacité collective à l'investir, cet espace. Aujourd'hui, les usages sont quand même très limités. Antoine, est-ce que tu veux nous dire un mot d'ailleurs à ce sujet ? Oui. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui avec un espace public qui n'est autre que le toit d'un parking souterrain. C'est complètement différent d'emménager un espace public en pleine terre qu'un espace public qui est le toit d'une infrastructure déjà existante. Donc par exemple, on se retrouve à devoir, pour faire par exemple des fondations profondes, on entre dans de la création de plots qui sont situés sur des places de parking en dessous. Donc si on veut construire un bâtiment, si on veut implanter des arbres qui ont besoin de place pour leurs racines, on est obligé de condamner certaines places. Sauf que à l'heure actuelle, le parking du Champ de Mars appartient au propriétaire de la galerie, donc Bradford Asset Management, et non pas à la mairie. Donc on est assez contraint pour emménager cet espace public-là en surface, à cause notamment des aménagements de fondation. Voilà, je repasse la parole à Anaïs. Merci Antoine. On se dit souvent que le passage au privé permet plus d'efficacité, plus de vitesse dans les projets. Mais en fait, on voit bien là dans ce cas précis que c'est absolument pas le cas. Au contraire, c'est quelque chose qui nous contraint énormément. Et donc, avec l'Union populaire Angoulême, de manière générale, nous nous opposons à la cession de l'espace au privé. Nous nous opposons aussi
parce que c'est les mêmes arguments qu'on va utiliser pour défendre les partenariats publics-privés. Par exemple, on s'oppose déjà aux partenariats publics-privés ou aux délégations de services de l'espace public. En fait, on s'oppose aux choix qui se font en fonction d'une rentabilité attendue, plutôt que ce qu'on souhaite, nous, des choix qui se font en fonction des besoins, et des besoins sociaux notamment. Ça pose 3 problèmes, en fait, cette question du privé par rapport au public. Ça pose, premièrement, un problème démocratique. L'espace public, c'est un espace qui va garantir un contrôle citoyen, alors que l'espace privatisé, comme vient de nous l'expliquer Antoine, c'est un espace qui est contraint. En fait, ça va dépendre du propriétaire. En fait, on passe d'un droit qui est collectif à un droit qui va être contractuel et qui est beaucoup plus contraignant. Ça pose ensuite un deuxième problème, un problème d'égalité. C'est-à-dire qu'un espace public, c'est un espace auquel l'accès est universel, alors qu'un espace privé, son usage va être sélectionné. Par exemple, un espace privé commercial, comme c'est le cas de la galerie du Champ de Mars, va aboutir à la sélection des personnes qui vont y avoir accès, parce qu'on va entrer au Champ de Mars parce qu'on va y acheter quelque chose. Celles et ceux qui n'ont pas ces moyens-là vont être exclus de cet espace. Et puis ça pose un troisième problème, un problème sur le long terme, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a pour nous à récupérer un espace qui est devenu privé, hein, ça peut prendre des décennies, et donc à supporter sur le long terme les contraintes liées à ce déclassement de l'espace public. Donc avec l'Union populaire, bien sûr, vous l'aurez compris, on veut défendre le service public et l'espace public pour garantir aussi le pouvoir de vivre et d'habiter la ville et protéger le commun, nos biens communs, contre la marchandisation. Ça ne veut pas dire forcément refuser toute transformation urbaine, hein. Ce n'est pas du tout cette question. Au contraire, on pense que la maîtrise de l'espace urbain doit rester collective, qu'on doit définir ensemble les orientations d'aménagement pour répondre donc à des besoins sociaux, pour répondre à des besoins écologiques et répondre aussi à des besoins démocratiques. Et tout ça, localement, c'est la mairie qui doit l'encadrer. C'est la mairie qui doit se réapproprier l'espace et être force de proposition en mettant les gens autour de la table pour développer ces orientations d'aménagement et non pas laisser l'espace mort comme c'est le cas actuellement. En fait, on part là d'une contrainte héritée pour repenser notre nouveau projet. Antoine, est-ce que tu veux un petit peu nous exposer les enjeux spatiaux liés au Champ de Mars ? Donc en fait, en 2004, au déclassement du lieu du Champ de Mars, c'était avant une halte routière avec des stationnements en surface. Maintenant, les stationnements se retrouvent donc en sous-face et la halte routière, on va dire les centralités routières d'Angoulême, se situent à la cathédrale et à Franquin. Sauf que le problème, c'est que on n'a pas pensé l'aménagement de l'espace et du tissu urbain de la cathédrale et de Franquin comme on va dire un point de centralité de mobilité routière. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'on se retrouve avec des centralités routières dans des lieux pas adaptés, donc ça crée des congestions, ça crée en fait des bouchons tout simplement, des bouchons, et on se retrouve avec un lieu du Champ de Mars qui est vidé de son usage d'origine et qui est largement évitable. Et c'est ça le point qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est que le Champ de Mars est vide à l'heure actuelle parce qu'il n'a pas été pensé pour être une place originellement. Non seulement c'est le toit d'un parking, et en plus il est largement contournable, non seulement avec la rue Raymond Poincaré. Oui, tu parlais des axes, la façon dont ils ont été pensés, ou impensés plutôt. C'est ça, la manière dont les gens utilisent la place, il faut le voir à l'heure actuelle. Ils passent par la rue Hergé, parce que c'est la rue commerçante de la ville d'Angoulême, donc qui est une des plus passantes. Et ensuite, on peut la contourner côté Baraka, et puis on peut la contourner côté CGR, et puis on peut la contourner niveau commissariat à la rue Raymond Poincaré. Donc ça, tout stylo est largement évitable, on se retrouve donc avec une place vide. Voilà. Donc globalement, on souhaite revitaliser cette place, et Anna Zilis va vous expliquer un peu les enjeux de cette revitalisation de cette place.
En fait, cette place, elle s'inscrit, si on veut la revitaliser, elle s'inscrit dans un réseau. C'est pas seulement une problématique qui va concerner la seule place. Il faut penser l'espace de façon plus large pour justement contourner les problèmes qu'Antoine vient d'évoquer à travers ces axes de circulation qui contournent mais n'incitent pas à traverser la place. Cet espace, ce réseau, en fait, il s'étend jusqu'à la Bussate, et puis oui, il va vers le CGR, vers Souchiache au bout de la place, vers la Baraka, et puis ensuite vers l'hôtel de ville en empruntant la rue Hergé. Tout ça, en fait, c'est un espace où il y a des commerces, on connaît le problème du centre-ville, c'est la question de la dévitalisation. Simplement, dans le centre-ville, on sait qu'il y a environ 18% de locaux vacants. C'est énorme en fait, il y a énormément de dents creuses et on a besoin de commerces moteurs pour justement attirer les habitantes et les habitants, pour les inciter à venir vers la Bussate et puis à venir sur le Champ de Mars aussi. En l'occurrence, sur le Champ de Mars, il y a un certain nombre de locaux vides qui pourraient être occupés par ces fameux commerces moteurs qui inciterait les habitantes et les habitants à venir sur la place. En tant que l'Union populaire Angoulême, nous nous opposons à l'une des causes de cette dévitalisation du centre-ville, qui est l'extension des grandes surfaces en périphérie. Ça, c'est un problème essentiel. Et qu'a fait Xavier Bonnefond pendant ces 12 années en tant que président du Grand Angoulême, à ma connaissance, il a plutôt encouragé cette dévitalisation-là. Ça fragilise le commerce de proximité, ça fragilise l'économie locale en fait. Donc nous nous opposons à l'extension des surfaces en périphérie. Et pour ça, au Grand Angoulême, nous prendrons position et nous allons modifier le PLU et le SCOT pour nous opposer aux extensions commerciales en périphérie. C'est un premier point. Ensuite, nous voulons aussi encourager l'installation de commerces. Je vous parlais de ces commerces moteurs, il faut aussi inciter les commerces et les aider à s'installer. Donc pour ça, nous allons exercer, en tant qu'Union populaire, dès que nous serons à la mairie, nous allons exercer notre droit de préemption pour acheter des murs stratégiques et pouvoir louer ces espaces à loyer modéré à des commerçants indépendants qui voudraient s'y installer. On demandera aussi des justificatifs de recherche de locataires aux bailleurs pour éviter des stratégies spéculatives et permettre à des commerces de s'installer plus facilement. On va également exonérer de façon ciblée de CFE les commerces de proximité parce qu'on considère tout simplement que l'argent public, il doit encourager l'emploi et les commerces indépendants, les commerces locaux servent aussi à la création de ces emplois. On modulera aussi la fiscalité foncière pour les commerces indépendants. Ça, c'est des leviers sur lesquels on peut agir. Et puis, bien sûr, on fera aussi... on mettra en place plutôt un dispositif d'accompagnement pour les commerces, pour faire valoir leurs droits, face notamment aux propriétaires. Aujourd'hui, il y a des propriétaires qui, ça se fait très souvent, refacturent la taxe foncière aux commerces locataires. Ça, les commerçants pourront être accompagnés dans une phase de négociation face à leurs bailleurs. De même pour l'entretien des locaux, par exemple, la ville sera là pour se tenir face aux propriétaires et aux côtés des commerçants. En fait, il s'agit vraiment d'impulser une revitalisation de ce secteur grâce à la force publique de la ville et grâce également à l'argent public qui doit servir à ça. Ensuite, dans les autres points importants pour repenser la revitalisation de cet espace, il y a 2 axes, parce qu'il faut faire venir les habitantes et les habitants dans ce secteur, et pour ça, il y a premier axe, la mobilité. Donc avec l'Union populaire Angoulême, vous en avez peut-être déjà entendu parler, nous allons mettre en place des bus gratuits dans un premier temps, c'est une mesure progressive, dans un premier temps ça va s'adresser aux personnes de moins de 26 ans et aux plus de 60 ans ainsi qu'aux plus précaires d'entre nous. Ça va s'accompagner également d'une densification du réseau, avec aussi des petites navettes qui vont pouvoir permettre une mobilité dans les petites rues, notamment du centre-ville. Et puis, concernant la mobilité, bien entendu, le développement et l'encouragement de la mobilité douce, c'est-à-dire
le piétonnier. On a des trottoirs qui sont des torchevilles aujourd'hui. Donc au contraire, avec des trottoirs sur lesquels il sera agréable de marcher, il sera agréable de pousser une poussette par exemple aussi, la mobilité sera encouragée. De même, si on installe des réseaux de pistes cyclables adéquats ou des aménagements urbains qui vont permettre simplement de stationner son vélo. Ça, c'est l'axe qui concerne la mobilité. Il y a un deuxième axe, c'est la question du stationnement. On sait aujourd'hui que beaucoup de gens préfèrent aller en périphérie de la ville parce qu'il y a un parking juste en face du magasin, on se gare, on rentre dans le magasin et puis ensuite on rentre chez soi. C'est extrêmement simple. On a fait un petit tour avec notre député René Pilato pour interroger les commerçantes et les commerçants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu très régulièrement. La question des tarifs de stationnement. Donc ce que l'on propose avec l'Union populaire Angoulême, c'est de proposer donc la gratuité du stationnement le samedi sur tout le plateau de la ville, et puis pendant certains temps forts de l'année, notamment au mois de décembre. On sait que c'est une période cruciale pour les commerçantes et les commerçants. Donc tout ça vise à rendre le centre de la ville tout aussi accessible que les périphéries pour faire vivre ce centre-ville et puis faire vivre la place. L'idée, c'est que les aménagements urbains, ils doivent servir la justice sociale, c'est-à-dire le libre accès à toutes et à tous à la ville. Parce que l'espace public, c'est pas un espace neutre, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, les usages vont déterminer un petit peu la fréquentation, mais en fait, cet espace public et la façon dont on l'aménage, dont on le pense, il reflète des usages et des normes de notre société. Par exemple, il y a quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, c'est la façon dont l'espace est occupé de façon inégalitaire entre femmes et hommes. Les usages de l'espace public sont majoritairement dominés aujourd'hui par les hommes, avec des zones de sport intensif par exemple. Et ce sont des aménagements souvent urbains qui ne sont pas pensés pour tenir compte des besoins spécifiques de différentes catégories de la population. Je vous donne un exemple très concret. Antoine nous parlait de la façon dont sont conçus les axes de circulation. C'est des axes très, très linéaires. On sait aujourd'hui, il y a eu des universitaires qui sont penchés sur la question, la façon d'appréhender l'espace par les hommes, c'est quelque chose de très linéaire. On part de son domicile, on va vers son travail, on va d'un point A à un point B. On envisage la conception de la ville comme ça, de façon très linéaire. En revanche, la mobilité chez les femmes n'est pas du tout faite de la même façon. C'est une mobilité qui va se construire en étoile. C'est-à-dire qu'on part du domicile, on va à son travail, on revient au domicile, on va à l'école chercher les enfants, parce que malheureusement ce sont majoritairement les mères qui s'occupent des enfants, et puis ensuite on revient au domicile, et puis éventuellement ensuite on repart et on va vers des commerces faire des courses, et puis on revient au domicile. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec une conception de l'espace complètement linéaire et qui met en avant un besoin d'ouvrir les usages de l'espace et d'ouvrir les circuits de circulation. Et c'est exactement en fait ce qu'on veut faire au Champ de Mars. On veut essayer de penser en étoile, de penser cet espace en étoile, en offrant différentes zones sur la place pour que toutes et tous, on puisse se sentir légitime à occuper cet espace grâce à un lieu qui soit multifonction. Antoine, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Juste avant de vous dévoiler du coup le projet qu'on a pour cette place, on va juste un peu se pencher, mais très rapidement, sur qu'est-ce qui fait place en fait. Dans une ville, une place, ça va être un endroit qui est central, un endroit qu'on traverse, où on peut se poser, qui cristallise différents commerces et activités en sa périphérie. Là, en fait, on a un espace qui est, donc, comme l'avait expliqué Anazilis au début, qui est un peu monofonctionnel, on va dire, par sa fonction commerciale, pas par sa fonction publique. Et en plus, techniquement, on a vu que c'était compliqué d'aménager.
Là, le but, l'enjeu, on va dire, dans l'aménagement de cette place et dans ce qu'on va vous proposer après, ça va être de faire en sorte que ça permette une mixité d'usage, les aménagements. C'est-à-dire que ça répond à un maximum de besoins. Si on est, on va dire, un enfant, qu'on puisse avoir des endroits pour jouer. Si on a un parent qui garde l'enfant, que ses parents peuvent se poser sur un banc, peuvent manger, peuvent discuter avec d'autres parents, par exemple, qu'on puisse se retrouver, mais aussi qu'on puisse retrouver des gens qui font du sport à côté de gens qui mangent, à côté de gens qui vont dans les commerces, etc. Donc il y a vraiment une favorisation de cette mixité d'usage. Et ensuite, le deuxième point important, ça va être la flexibilité de l'usage. Donc ça, on voit que c'est une place qui a quand même une vie, même si elle ne se voit pas vraiment, on va dire, à l'heure actuelle, et même au fur et à mesure des années. C'est une place qui a une vie à travers le Festival de la BD, avec la Bulle du Champ de Mars, mais aussi à travers la fête foraine. Donc en fait, il faut tenir compte de ces différents usages dans la vie de cette place. Et c'est un peu ce qu'on va vous expliquer là. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement sur cette place ? Donc ce qu'on veut, c'est rendre cette espèce de grand terrain là, qui est encore quasi inoccupé, on veut le rendre à la fois vivable, parce qu'on sait que l'été il fait extrêmement chaud, mais on veut aussi en faire un espace qui est désirable. Donc ça passe par des aménagements, mais ça va aussi passer par des animations. Et là, les associations vont prendre toute leur place dans ce travail, dans une idée de co-construction qu'on va vous exposer. Puisque ce que l'on propose pour le Champ de Mars, c'est un festival populaire quotidien d'appropriation de l'espace. Alors, en quoi ça consiste, ce festival quotidien d'appropriation de l'espace ? C'est d'abord un travail de concertation avec les habitantes et les habitants et les associations pour déterminer des besoins. Ensuite, c'est la création d'une résidence artistique qui va proposer à des artistes de créer des modules qui vont répondre justement à ces besoins prédéterminés. Et puis ensuite, ce sont les associations, les écoles, les habitantes et les habitants qui vont investir ces structures construites par les artistes. Donc c'est un espace qui va aussi servir de galerie à ciel ouvert pour les artistes locaux et qui va servir d'espace d'expression pour les différentes associations de la ville et d'animation. On peut imaginer aussi énormément de choses, y compris, pourquoi pas, des compétitions de sport, puisque ce sont des usages qui pourront être déterminés au départ à travers le cahier des charges co-construit avec les associations et les clubs. Donc, concrètement, ça se matérialiserait par des espaces ludiques, des espaces culturels et des espaces de détente, pour inciter à occuper cette place, à faire vivre cette place. Donc des espaces ludiques, on aurait des tables d'échecs par exemple, on aurait des lieux sportifs comme il peut y avoir, on voit que ça marche bien les marquages de sol, donc autant les utiliser. On a des terrains de foot, on peut avoir des terrains de basket, on peut avoir des tables de ping-pong, on peut avoir des terrains de sport. De pétanque. Des terrains pétanques, pourquoi pas. Ensuite, on aurait des espaces culturels, donc avec des gradins démontables, qui pourraient permettre des projections de cinéma en plein air quand il fait beau l'été, qui pourraient permettre des concerts, qui pourraient permettre des espaces d'expression scénique, du théâtre, etc. On est une ville de culture, donc autant en profiter. Et aussi des espaces de détente, parce que on pourrait avoir du mobilier urbain, donc pas du mobilier anti-SDF comme ça a pu être mis en place par Monsieur Bonnefond. On pourrait avoir des transats, des lieux non seulement pas que pour s'asseoir, mais aussi pour s'allonger au soleil, des hamacs, des transats, des bancs, différentes formes. Des tables aussi. Des tables, des chaises pour manger. Et des abris également, de la végétalisation, enfin tout ça en fait va être conçu par les artistes qui interviendront. Ça peut être aussi des urbanistes, ça peut être des paysagistes. Donc les personnes qui voudront entrer en résidence pour participer à ce festival populaire et quotidien d'appropriation de la place. Pourquoi festival ? Parce que c'est aussi quelque chose qui va être renouvelé. C'est-à-dire que les installations que nous allons proposer, donc elles seront construites, la construction commencera après le démontage des bulles du Festival international de la bande dessinée. Ce projet-là de construction et d'élaboration du projet donc, prendra environ 3 mois et l'espace sera pleinement accessible au public avec toutes ces structures à partir du moment où il fera un petit peu beau, donc à partir du mois d'avril en fait, pour 6 à 7 mois,
pour ensuite être à nouveau démonté, laisser la place à la fête foraine, puis au FIBD, et à nouveau ensuite avec un nouveau projet. En fait, le calendrier de ce festival va s'adapter au rythme aussi des temps forts et des besoins actuels, comme garder l'espace pour le FIBD ou la fête foraine. Mais c'est quelque chose qui va être modulable, c'est-à-dire que si un jour les gastronomates décident de revenir et de réinvestir la place, c'est quelque chose qui va pouvoir être pensé à travers le cahier des charges qui déterminera l'utilisation préalable donc, de cet espace. Il faut bien penser que c'est à chaque fois un projet d'aménagement de la place qui va être co-construit avec les associations, avec les festivals, avec les habitantes et les habitants, avec le lieu utile. En l'occurrence, vous êtes pleinement concernés puisque vous êtes vraiment sur la place et en plus vous êtes une association. Donc ça va être quelque chose qui va pouvoir s'adapter sans cesse aux besoins. Et pas comme un aménagement en fait définitif où on va décider on fait je sais pas, un espace, un toboggan parce que là il faut une aire de jeu pour enfants, mais finalement peut-être que dans 3 ans, cette aire de jeu pour enfants se sera dégradée ou que pour des raisons X ou Y, les enfants auront envie d'autres types de jeux. On veut justement éviter ce genre de choses et pouvoir aussi permettre à toutes et à tous de s'approprier cet espace. Juste rajouter que la signalétique sera très importante dans cet espace-là et que quand il y aura des activités et des aménagements, tout dans la ville, enfin pas tout, mais beaucoup de choses en tout cas dans les artères piétonnes pourront rediriger vers cet espace-là pour en faire un lieu de convergence. Et s'il y a des expositions, par exemple sur la place, au lieu utile, dans d'autres endroits, que les gens sachent concrètement et matériellement, avec des signalétiques appropriées, qu'il y a un événement à cette place. Voilà. On peut tout à fait imaginer, par exemple, qu'une des structures conçues par les artistes en résidence soit là pour justement exposer, inciter les gens à aller voir le travail d'une association qui va organiser une exposition ou un événement dans un autre secteur de la ville, en fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace ouvert qui va aussi être une vitrine pour les associations, pour les artistes locaux. Je ne sais pas si, en termes d'exemples, alors, on n'a pas d'exemple exactement similaire. Là, on a un projet un peu novateur, mais si vous connaissez le Bois Bûcher en Nord-Charente, qui organise justement des résidences avec des architectes, des designers, tu veux peut-être en parler, Antoine ? Oui, c'est juste un mot pour dire que ça serait sur alors, pas forcément sur le mode de mise en place comme le Bois Bûcher, parce que c'est assez particulier, c'est des résidences d'architectes et d'urbanistes internationales, donc c'est plutôt une initiative privée, on va dire. Mais là, en fait, ça serait plutôt dans la forme, comme par exemple, on peut voir les pavillons, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Bois Bûcher. Voilà, exact. En Nord-Charente. Et en fait, il y a des pavillons qui sont assez intéressants, ou qui sont conçus et réalisés par les concepteurs et conceptrices. Et on a vraiment des espaces qui sont faits souvent avec des matériaux de réemploi en plus, donc qui favorisent les filières locales biosourcées et qui permettent des mises en place de modules qui sont appropriables par le plus grand nombre. Donc ça va être vraiment comme des petites tentes, comme des espaces un peu plus ouverts sur la place, des espaces un peu plus intimes, un peu plus fermés. Il peut y avoir des salles même de rencontres et de réunions au sein même de la place. Voilà. Donc tout un tas de formes et d'expérimentations urbaines et architecturales qui pourraient se situer sur cette place-là. On a la place. Exactement, on a la place et on prend la place. Merci beaucoup.